Bonjour à tous, bienvenue sur The Innovation and Strategy Blog. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Max Blanchet, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'industrie du 21e siècle. Bonjour Max. Bonjour, Alors, est-ce que tu peux te dire… enchanté, ravi d'être avec vous sur ce blog aujourd'hui. Et donc, voilà, moi je suis Managing Director chez Accenture. J'ai près de 30 ans d'expérience dans le conseil en stratégie. J'ai écrit, et mon sujet c'est l'industrie en général. J'ai écrit plusieurs livres et celui-ci est le dernier ouvrage qui stipule sur l'industrie du 21e siècle et comment en fait les champions industriels de demain, ceux qui sont en train de se préparer et d'émerger aujourd'hui, vont-ils devenir davantage agiles, résilients et responsables? Super. C'est le troisième livre, me semble-t-il, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Voilà, j'avais écrit un premier livre en 2012 sur un signal d'alerte sur la réindustrialisation de la France et le problème de la désindustrialisation plus particulièrement et les clés pour réindustrialiser le pays. C'était vers 2012 où il y avait vraiment voilà, bon, c'est vraiment au fond du trou, je dirais, en termes d'industrie. Et puis, depuis, ça a progressé. Et en 2015, j'ai fait un autre ouvrage sur l'industrie 4.0, qui était un peu le vecteur de renouveau de l'industrie et qui a remis un peu l'industrie en selle. Et depuis 2012, force est de constater que la désindustrialisation s'est arrêtée en France. Et on est resté au même niveau en fait que 2012. On a arrêté une désindustrialisation qui perdurait depuis 3 ou 4 décennies de manière inexorable. C'était une sorte de fatalité. Elle s'est enfin arrêtée à partir de 2010-2012, alors à ce moment-là, il y a eu quand même beaucoup de mesures qui ont été faites en faveur de l'industrie. Je peux les citer dans le livre, mais enfin des mesures comme BPI-France, comme l'Alliance pour l'industrie du futur, comme l'industrie est revenue un petit peu à l'agenda Absolument. finalement public en France, quoi. Voilà. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce troisième livre. Il y a une partie, en effet, sur la désindustrialisation et ce qu'on pourrait faire pour réindustrialiser le pays. Ça, c'est au début du livre. Il y a une partie vers la fin que je suis en train de lire actuellement sur qu'est-ce que c'est l'entreprise industrielle du 21e siècle. On regarde un certain nombre de fonctions, la production, la relation aux clients, etc. Et là, on va regarder un chapitre un peu atypique dans le livre, me semble-t-il. Il est atypique et je dirais qu'il ressemble aussi à l'introduction puisque c'est un travail de fiction quelque part. Et donc, dans ce chapitre 8, alors j'ai choisi ce chapitre parce que dans une certaine mesure, il donne un aperçu global de beaucoup de choses. Il y a des chapitres qui vont beaucoup plus dans le détail sur un certain nombre de sujets. Mais donc, voilà, on va parler donc de ce chapitre 8 qui parle de 3 scénarios pour le futur. Alors, est-ce que j'ai Alors, compris, moi, que les 3 scénarios, et peut-être pourra-t-on ensuite parler du sens de chacun de ces scénarios. Il y en a un, c'est la déglobalisation. mhm, Un autre, c'est la digitalisation. Et le mhm. troisième, c'est la révolution durable. C'est à peu près ça? Voilà, c'est ça. Alors, en fait, ce ne sont pas tout à fait, enfin, ce sont des scénarios, bien évidemment, mais ils n'ont pas pour but de décrire vraiment comment le monde pourrait être après le Covid. Il faut bien se replacer dans le contexte, effectivement, de la crise sanitaire. Et donc, c'était finalement, voilà, en 2020, hein, tout le monde commençait à parler du monde d'après, le new normal, comment est-ce que ça allait être ensuite, à l'issue du Covid, quelles allaient être les tendances, etc. Et personne finalement n'en savait vraiment rien. Et donc, et c'est un peu finalement, on n'en fait toujours pas grand-chose d'ailleurs maintenant, hein, on ne sait pas, on est en train de revenir vers une nouvelle normalité, mais enfin pas mal de choses ont changé, à la fois dans le digital, qui a eu un vecteur d'accélération absolument phénoménal. La preuve, c'est qu'on est actuellement sur un Zoom qui n'existe quasiment pas avant le Covid. Deuxièmement, un autre vecteur important, c'est tout ce qui est finalement le raccourcissement des chaînes de valeur suite aux pénuries de produits donc dans le domaine de la santé, etc. pendant la crise et maintenant les pénuries de matières premières et qui continuent et tout ça font que les chaînes de valeur mondialisées, la globalisation à outrance, etc., est remise en cause par la plupart des États aujourd'hui, l'Europe, la France et les États-Unis notamment. Et puis enfin, troisièmement, les vraies mesures maintenant beaucoup plus sérieuses sur la décarbonation. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, on imagine 3 mondes un petit peu fictifs et exagérés, voilà, qui vont nous permettre de se dire, finalement, bon, ce qu'il faut faire, est-ce que c'est
comment est-ce que c'est résilient par rapport à ces trois mondes? On fait une sorte de stress test par rapport à trois mondes virtuels, fictifs, des scénarios exagérés, Ouais. pas les mondes de demain, par contre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les tendances et de se projeter dans chacun de ces mondes et de se dire quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui vont finalement être communs aux ces trois mondes. Et les facteurs les plus communs à ces trois mondes extrêmes sont probablement des sortes de certitudes de ce qui pourrait arriver, tandis que les facteurs qui sont spécifiques à l'un d'entre eux particulièrement sont probablement moins probables en fait d'arriver après. Voilà. Donc, c'est une méthode d'analyse de planification stratégique de scénarios fondée sur ces mondes extrêmes et fictifs dans lesquels on se projette et dans lesquels on est à identifier les facteurs communs, les besoins communs adressés par quels que soient ces scénarios. D'accord. Donc, ça déjà, c'est une démarche assez intéressante du point de vue du scénario planning parce que, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie plusieurs possibilités, plusieurs mondes, et on attribue un pourcentage de probabilité à l'un et à l'autre, et on décide d'aller avec l'un ou avec l'autre selon le pourcentage. Mais là, ce n'est pas l'approche qui est retenue. Non, Donc, c'est pas la ouais, bonne non, mais chose. c'est très clair. D'ailleurs, il y a une partie là-dessus au tout début de ce chapitre qui n'est pas le chapitre 8, comme j'ai dit, mais le chapitre 4. Je tenais à me corriger. Tu disais dans ce chapitre que je crois que c'est la CIA ou une autre organisation américaine Oui, oui. qui fait des scénarios comme ça. Absolument, ouais, ouais. Des scénarios alors, géopolitiques, etc., qui dépassaient largement le cadre de mon Bien sujet, sûr. plutôt l'industrie. Alors, donc, dans les trois scénarios en question, donc le premier, c'est la déglobalisation, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement des grands programmes de relocalisation industrielle. On arrête d'importer de manière donc lointaine, on récourcit nos chaînes d'approvisionnement, etc. Donc les États-Unis d'ailleurs font un peu ça, l'Europe se met à faire ça aussi. Et du coup, on arrive à une re-régionalisation finalement de l'économie et du monde industriel. Et Mhm. donc, c'est assez fictif, c'est pas vraiment fictif, mais enfin, c'est un peu exagéré, mais enfin, c'est quand même vrai aussi, quoi. Et de ce fait, les chaînes de valeur sont plus petites, on fait du local pour le local, on rééquilibre l'équilibre entre le consommateur et le producteur, et du coup, on a des chaînes de valeur plus courtes. Voilà. Après, Alors, le moi, deuxième. j'avais juste une question là-dessus, donc sur le rééquilibrage entre consommateurs et producteurs. En fait, une des raisons pour lesquelles il y a une globalisation des chaînes de production, c'est de baisser les coûts de production. Et donc de répertorier ce coût de production plus bas avec des prix plus bas auprès du consommateur. Donc là, est-ce que le consommateur il va accepter de payer un peu plus pour des chaînes de production plus courtes, plus locales et donc potentiellement plus élevées? Oui, alors effectivement, tout à fait. Ça, c'était effectivement dans la grande décennie 90-2000 jusqu'à 2010. Ça a été effectivement le modèle low cost manufacturing et qui maintenant est relativement remis en cause. Bon, il est remis en cause pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Ben, il s'est passé que c'est d'abord la Chine qui a pris la plus grosse part de marché du modèle low cost manufacturing, beaucoup plus que les autres pays émergents comme l'Inde, par exemple, qui n'est pas devenu un pays de fabrication locale et que la Chine aujourd'hui a finalement perdu en compétitivité. La preuve, beaucoup d'entreprises industrielles chinoises se délocalisent vers l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, voilà. Donc, il y a un renchérissement du low cost et plus si low cost que ça. Bon. Deuxièmement, on a compris aussi que finalement, faire du low cost, ce n'était pas uniquement faire des coûts de production bas, mais c'était aussi dans le design du produit, etc., ce qui nous amène à d'autres concepts. Enfin, troisièmement aussi, on a des énormes efforts de productivité par l'industrie 4.0 notamment pour produire dans un pays cher et s'affranchir du coût du travail en étant plus efficace en termes de production, en termes de design, produit, process. Et que finalement, voilà, tout ça, tous ces facteurs-là, renchérissement des pays à coût bas de salaire qui augmentent en termes d'inflation, nouvelles approches de fabrication, chaînes de valeur et coûts de transport élevés qui sont beaucoup renchéris aussi lors de la dernière décennie, fait que le modèle low-cost manufacturing, le far sourcing, en fait, et finalement est un modèle qui est mort aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, Ok. effectivement, il y aura peut-être un impact auprès des consommateurs, mais globalement, tout ça fait qu'on peut produire de manière beaucoup plus compétitive. Alors, pas tout, bien évidemment. Bien Il y a sûr. une partie, évidemment, des choses qui deviennent très commodité. Mais on peut quand même beaucoup, beaucoup produire dans des pays à coût élevé, des choses qui sont parfaitement compétitives, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que le Covid a à la fois révélé les limites du mode de production ancien, le low cost, le offshoring très loin, et en même temps qu'il a peut-être accéléré les tendances qui étaient déjà
à l'œuvre sur le raccourcissement des chaînes de production. Absolument. Effectivement, le Covid a fait que révéler des tendances qui étaient déjà finalement sous-jacentes avant le Covid et ne fait que les accélérer. Et c'est là qu'effectivement, on se rend compte aussi donc, dans le deuxième scénario, qui est le scénario donc, de digitalisation, le tout devient digital. Alors, c'est un scénario à l'extrême, on ne fait plus que du télétravail, c'est qu'on est passé sur un mode de digitaliser beaucoup plus fort en termes de canaux commerciaux, en termes de vente, etc. Enfin, on a vu l'explosion des Amazon et de toutes les, voilà, pendant le Covid, donc c'est un peu cette voie-là. Et donc, de ce fait, eh bien, quand on est dans ce scénario-là, effectivement, donc on a aussi des chaînes de valeur qui sont différentes et tout ça. Et ce scénario est aussi à imaginer. Et le troisième, c'est sur la sustainability, sur la responsabilité, où c'est un scénario d'une prise de conscience collective énorme de réduire les chaînes carbonées. Donc, c'est la décarbonation des process industriels à tout va. C'est la mesure stricte du carbone, c'est l'intégration du carbone dans le facteur prix, dans le facteur économique. C'est aussi dans les besoins des clients. Et donc, du Et coup, il y aussi a la un énorme traçabilité de la chaîne. la traçabilité y va aussi. Voilà. Et vous voyez que ça se rejoint un petit peu parce que la déglobalisation raccourcit les chaînes, donc fait moins de carbone, et donc du coup, les deux facteurs se concourent. Et quand vous voyez en fait ces trois scénarios, finalement ces trois mondes extrêmes, qu'est-ce qui revient de manière courante là-dedans? Eh bien, c'est sûr que il y a des facteurs, par exemple, comme augmenter son agilité et sa capacité à s'adapter à un monde plus volatile et plus changeant, par exemple, cette capacité d'agilité qu'on développe après comme étant une compétence de l'entreprise du XXIe siècle, cette compétence-là, vous voyez, elle est commune au scénario déglobalisation, parce que si vous êtes déglobalisé, vous êtes plutôt local to local, et il faut s'adapter à la demande locale, d'accord? Alors qu'avant, on était local to global, donc on pouvait Oui. on pouvait produire la même chose en masse dans une usine massifiée, puis le vendre dans le monde entier, et on amortissait les volumes. Si on fait du local to local, on est obligé d'avoir un modèle plus flexible pour s'adapter à la localité. Scénario de déglobalisation. Dans le scénario sustainability, évidemment, il faut être plus agile parce que l'impact du carbone étant plus important sur les chaînes de valeur, on est plus court, etc. Et donc, il faut aussi avoir plus d'agilité. Et le digital aussi était par son caractère digital, il est particulièrement volatile, est particulièrement sujet à des changements et des tendances rapides, fortes, dans lesquelles il faut s'habituer. Donc, la caractéristique d'une entreprise à être agile, finalement, c'est une caractéristique gagnante dans chacun des trois mondes extrêmes que j'ai défini ici. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est pour sûr est une compétence gagnante de demain. Vous voyez? Oui, absolument. Par contre, de là à dire que voilà, le télétravail, par contre, là, dire qu'on fera 5 jours par semaine en télétravail, ça, c'est une hypothèse qui ne tient pas tellement la route dans l'un des trois mondes que j'ai cités. Et donc, de ce fait, est beaucoup moins certaine. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est pas très clair sur qu'est-ce qui va se passer en termes de télétravail dans les entreprises, en termes de politique sur le télétravail et compagnie, quoi. C'est-à-dire que sur le télétravail, par exemple, ça correspond à la déglobalisation, ça correspond à la digitalisation, ça ne correspond pas forcément à la déglobalisation Voilà. et ça ne correspond pas non plus à la révolution durable. Et donc, de ce Voilà. fait-là, ça semble moins probable parce que ce Moins n'est probable. présent que dans un des trois scénarios. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. OK, super. Par contre, après, voilà, avoir une chaîne effectivement davantage décarbonée, ça correspond à la déglobalisation, des consommateurs qui veulent avoir des chaînes plus locales. C'est aussi évidemment dans le scénario de la sustainability. Et puis, c'est également dans le scénario digital où va falloir effectivement avoir des liens rapides, étroits entre le consommateur et le producteur. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça permet d'avoir une sorte de clé de lecture des grands besoins qui explique après quelles sont les caractéristiques des entreprises du XXIe siècle. Et alors, est-ce que je peux poser une question qu'on n'a pas le droit de poser parce que c'est contraire à Pas de l'esprit problème. de ce chapitre? S'il y avait, selon toi, un pourcentage à assigner au scénario, je sais que ce n'est pas du tout l'esprit de ce chapitre, ça serait quoi entre déglobalisation, digitalisation et révolution durable? Est-ce qu'ils sont tous de la même 33%, probabilité? 33%, 33%. 33, ok, d'accord. Je pense que, à mon avis, les trois sont en train d'arriver en même temps, quoi. D'accord. Ok, donc la révolution durable te semble aussi probable que la digitalisation. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, ils sont alliés entre, par exemple, on ne peut pas faire de révolution durable sans transformation digitale. Je m'explique. Oui, Quand on prend une entreprise, par exemple, hein, quand on mesure ses émissions, hein, oui,
Donc tu connais peut-être, on appelle ça scope 1, scope 2, scope 3, d'accord? Oui. Bon, scope 1, c'est ce que l'entreprise émet comme produit, comme carbone quand voilà, c'est la consommation d'électricité, enfin même pas d'ailleurs, c'est la production, c'est quand elle fait des chaudières par exemple, ça fait du carbone. Le scope 2, c'est l'entreprise a besoin d'acheter de l'électricité, Oui. ou de l'énergie, et du coup, c'est de l'énergie carbonée, donc on la compte au titre de ses émissions. D'accord? Donc scope 1, Mhm. scope 2. Bon, et après, il y a scope 3, qui est l'entreprise, elle achète des produits pour faire par exemple, elle achète de l'acier pour faire des voitures, on achète de l'électronique pour faire des produits manufacturés. Et dans ces achats-là, ces achats sont des achats carbonés aussi, qui ont du carbone. Donc, Mhm. on compte dans le scope 3, on compte le carbone de ce que l'on achète. Voire même les frais de déplacement des cadres qui vont se balader dans le monde, ça fait partie du scope 3. Donc, ça serait par exemple tout ce C'est qui est tout ce que l'on achète. l'approvisionnement en biens ou en matières premières dont on a besoin pour faire fonctionner la chaîne de production. C'est à peu près Absolument, ça. voilà, c'est exactement. Voilà. Le scope 1, c'est la voiture de fonction qui appartient à l'entreprise qui rejette du carbone, c'est dans le scope 1. L'achat d'électricité, c'est pour faire marcher mes machines, j'ai besoin d'électricité ou d'hydrogène ou de gaz, c'est dans le scope 2. Et ensuite, j'achète de la matière première, par exemple, qui est carbonée, et donc c'est dans le scope 3. J'achète du transport, par exemple, et ça rentre dans le scope 3. Bon, quand on regarde les ordres de grandeur, effectivement, le scope 3, c'est la part la plus importante, c'est 75%, à peu près, pour une entreprise D'accord. industrielle. D'accord. Et le scope 2, je crois que c'est 10-15%, un truc comme ça. Et le scope 1, c'est. Donc, il y a des chiffres effectivement dans le livre. Et donc, on voit bien que dans le scénario de transformation de la révolution durable, eh bien, il va falloir pas uniquement réduire ses propres émissions, d'accord, mais aussi s'intéresser à réduire la manière dont on fabrique, dont on achète, Mhm. dont on fait ça. Et pour faire ça, en fait, eh bien, on ne peut plus faire comme auparavant où on développe un produit, puis ensuite on va voir comment on va le fabriquer. Puis alors, il y a d'autres personnes qui vont chercher à voir comment on le fabrique, et on va le fabriquer au meilleur coût dans tel pays. Puis d'autres personnes vont se dire, tiens, qu'est-ce que je vais acheter auprès de quel fournisseur je vais me sourcer? Ben, je vais prendre les fournisseurs les moins chers dans tel autre pays. Et puis après, je vais faire tel service, etc., de manière un peu séquentielle. Quand on fait comme ça, eh ben, Mhm. on fait une chaîne qui n'est pas optimisée pour du carbone. Demain, on va aller vers l'éco-design, Ouais. c'est-à-dire qu'on va concevoir en amont, très en amont, tout à la fois, c'est-à-dire tous les impacts du produit à la fois. C'est-à-dire on va concevoir le produit, bien évidemment, quel est le meilleur design qui va utiliser le moins de matière. Ensuite, on va concevoir en même temps quel est le processus industriel pour faire le produit et calculer tout ce qui est afférent à ce processus industriel. On va regarder quelles sont les matières à utiliser qui consomment le moins de carbone et comment faire des arbitrages, quels sont les fournisseurs et quelles sont leur origine, leur emplacement, etc. Et tout ça va s'optimiser dès l'amont, dès la conception. Voilà. Et pour faire ça, il faut une énorme capacité en termes de digital, qui est notamment un jumeau virtuel, en fait, si vous voulez, du produit, du process, du service, etc., de simuler, en fait, vraiment l'intégralité de tout le produit, depuis sa naissance, sa création, son utilisation jusqu'à sa fin de vie. Et c'est Mhm. impossible de faire des calculs comme ça si on n'a pas de digital. Donc, le digital, en fait, est Mhm. un facteur qui permet, un enabler, comme on dit en anglais, Ouais. un enabler de la transformation durable. Très clair. Même aussi pour ces émissions, par exemple, même pour ces émissions d'énergie, la consommation d'énergie, ce n'est pas forcément évident à mesurer. Faut aller à la pêche aux informations. Une plateforme de données qui donne de la transparence sur les énergies digitales permet aussi de faire ça. Donc, il y a un lien très étroit entre tout ça. Mhm. OK. Et alors, aussi dans ce scénario du développement durable, tu l'as évoqué, bon, pas tout de suite là, mais il y a une dizaine de minutes, le fait qu'on pourrait intégrer, par exemple, l'émission CO2 comme un indicateur, au même titre qu'on utilise des indicateurs financiers pour statuer de la performance de l'entreprise, on pourrait utiliser des indicateurs de développement durable. Et est-ce que ce genre d'indicateur, il pourrait vraiment affecter d'une façon ou d'une autre le cours en bourse des entreprises? Alors, absolument, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, pour que les entreprises commencent à baisser leurs émissions, il faut créer une sorte de mécanisme vertueux, collégial. Il faut créer un système, en fait. Vous voyez.
On ne peut pas imaginer qu'une entreprise va investir 100 millions, 200 millions, voire même plus, hein, ça peut monter à des sommes énormes pour réduire ses émissions pour le bien-être de la planète uniquement. Ouais. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment philanthropiques pour ça. Donc, il faut un système. Alors, le système, c'est le suivant. Un, c'est déjà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toutes les entreprises se tiennent, entre guillemets, par la barbichette. C'est-à-dire que si moi, fabricant d'acier, je baisse mon carbone pour fabriquer du carbone avec moins d'acier, d'accord? Avec moins de carbone, pardon. Par exemple, en passant à des fours électriques plutôt qu'à des fours à gaz, d'accord? Mhm. Là, je fais une grosse baisse de carbone sur mon acier. Je vais vendre de l'acier moins carboné, peut-être même plus cher, mais moins carboné à mon client qui peut être, par exemple, un constructeur automobile. De ce fait, je vais réduire dans le scope 3 de mon client. Hein, mon scope 1, moi fournisseur, est égal à mon scope 3 de moi Oui, client. absolument. Donc, Absolument. j'apporte un bénéfice à mon client en lui réduisant ses émissions, qui lui-même l'utilise en disant à ses propres clients qui achètent des flottes de voitures, écoutez, moi je vous vends des voitures qui sont moins carbonées et donc de ce fait, je réduis aussi vos émissions. Et tout le monde se tient. Et inversement, quand chez moi je suis le client, je veux réduire mon scope 3, je vais choisir des fournisseurs qui, eux, sont moins Absolument. carbonés que d'autres. Donc du coup, je vais inciter mes fournisseurs à réduire leurs émissions, sinon je ne vais plus leur acheter leurs produits, tout simplement. Donc il y va de la survie en fait des entreprises. Et si elles ne le font pas, elles risquent de ne plus avoir de clients qui leur achètent leurs propres produits. Donc ça, c'est le D'accord. premier mécanisme. C'est vertueux. C'est Ouais. je réduis, tu réduis. Si je réduis, tu m'achètes, etc. Donc c'est vraiment le point important. Le deuxième élément, c'est qu'il faut avoir un prescripteur indépendant qui fasse la mesure des émissions. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une méthode qui s'appelle la Scientific Based SBTI, qui est un institut qui vient faire un audit et qui vient évaluer l'ensemble des émissions carbone d'une entreprise pour avoir effectivement un cachet indépendant en disant voilà, moi, c'est tant d'émissions que j'ai et c'est sérieux et c'est pas du greenwashing comme on entend souvent. Absolument. Donc, on a une vraie mesure scientifique. C'est le SBTI, c'est Scientific Based Target, je sais pas quoi. Et le SBTI vous donne vos émissions aujourd'hui et quelles cibles vous devez atteindre de sorte à être dans les scénarios de baisse donc pour le climat, de réchauffement climatique. Donc, il faut un prescripteur. Et donc, du coup, les entreprises vont utiliser ce prescripteur pour se faire valoir de leur travail sur la baisse. Vous voyez, parce que sinon, Hmm. si elles baissent leurs émissions sérieusement et elles dépensent des sous pour ça, et que d'autres font du greenwashing en Ouais. disant elles ont vaguement, voilà, elles ont fait 3-4 plantations d'arbres par-ci par-là, et puis un peu Ouais, ouais. décarboner leur process. Je veux dire, c'est pas juste. Il faut vraiment un prescripteur, enfin quelqu'un d'indépendant qui mesure ça. Donc ça, c'est le deuxième élément. Voilà. Hmm. Après, il faut ensuite un troisième facteur, qui est un facteur, un cadre un peu plus législatif. Il faut monter de la taxe carbone pour que la taxe carbone soit prise en compte dans les cas économiques des investissements. Quand si vous calculez, vous avez un projet d'investissement, il va rapporter tant, etc. Eh bien, il faut, si vous intégrez un euro à la taxe carbone, donc aujourd'hui il est assez faible, il faut au moins 50 voire 100 euros pour que ça commence à avoir un impact. Hmm. Donc, taxe carbone plus élevée. Et enfin, dernier élément, c'est aussi de la taxe aux frontières du carbone. Hmm. Parce qu'évidemment, sinon, vous allez tout de suite avoir le phénomène suivant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une usine qui produit des émissions en France, par exemple, bah, vous Voilà. la faites plutôt je sais pas quoi, en Afrique du Nord, par exemple, et puis vous achetez les produits, et du coup, vous n'avez pas l'émission. Donc, il faut Tout à fait. fabriquer. Donc, ça s'appelle ça. Donc, si on a ces ingrédients-là, alors on crée une vraie dynamique autour de la sustainability, de réduction des émissions de carbone. Et c'est un peu entre guillemets, c'est ce qui est en train de se passer. Et on voit aujourd'hui des entreprises qui investissent des milliards pour réduire leurs émissions de carbone. D'accord. Super. Bon, alors, bah, j'ai pris pas mal de notes. Donc, il y a 3 scénarios pour le futur, la déglobalisation, la digitalisation et le développement durable. Il y a des traits communs à l'ensemble de ces 3 scénarios et c'est ça qui est, je dirais, la tendance de fond dans laquelle les entreprises peuvent s'inscrire. Et tu m'as convaincu sur l'importance du développement durable et du fait qu'il soit équiprobable vis-à-vis de la digitalisation. Alors, merci beaucoup pour ton livre et pour toutes Je ces t'en prie. idées. Et donc, moi-même, je vais continuer à le lire puisque j'en suis au chapitre. Alors, je suis au milieu du chapitre 11. Et c'est, en fait, d'ailleurs, la dernière partie est top, je tenais à le dire au passage, mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
À très bientôt. Merci, à bientôt Guillaume. Au revoir. Au revoir.